Ma sœur a déclaré que j'étais adoptée et que je n'avais aucun droit à l'héritage. J'ai fait en secret un test ADN et un autre pour son mari. La surprise a été pour tout le monde dans la pièce. Je me tenais près du cercueil et regardais vers le bas. Les larmes ne venaient pas. Mon père était allongé dans un costume sombre, les mains croisées sur la poitrine, le visage cireux et étranger. Karl Trémor, 62 ans, chef d'entrepôt, un homme calme qui n'élevait jamais la voix. Il est mort d'une crise cardiaque au travail, tombé entre les étagères remplies de cartons. Ses collègues disent donc qu'il n'a même pas crié. Il s'est simplement assis tranquillement par terre, s'est saisi la poitrine et c'était fini. Marlène pleurait bruyamment, pressant son mouchoir contre ses yeux. Son mari, Gus, se tenait à côté d'elle, lui tenait l'épaule et regardait ailleurs. Les enfants, Tessa, 12 ans, et Jade, 7 ans, étaient assis au premier rang. Tessa serrait son frère dans ses bras, qui sanglotait dans son pull. Je me tenais à l'écart, loin d'eux, et je ressentais je ne sais pas quoi. Ma mère est décédée il y a 8 ans d'un cancer. À l'époque, je n'avais pas pleuré non plus. Darlene n'avait jamais été chaleureuse avec moi. Elle avait toujours gardé ses distances. Mon père était différent. Il venait dans ma chambre quand je n'allais pas bien à l'école, s'asseyait sur le bord du lit et me caressait la tête en silence. Il ne me demandait pas ce qui s'était passé, il était juste là. Après la mort de ma mère, mon père et moi nous sommes rapprochés. Il venait souvent me voir au bar où je travaille, commandait un café, s'asseyait au comptoir et me parlait de son travail. Rien de spécial, il discutait simplement. Maintenant, il n'est plus là et je ne sais pas comment vivre avec ça. Après les funérailles, nous sommes allés chez le notaire. Marlène était assise à l'avant de la voiture de Gaza, moi à l'arrière. Elle chuchotait sans cesse quelque chose à son mari, qui acquiesçait sans répondre. Les enfants sont restés avec la grand-mère de Gaza. Je regardais par la fenêtre les maisons grises, les gens qui vaquèrent à leurs occupations, et je pensais, il se moquant bien que mon père ne soit plus là. Le bureau du notaire était petit, étouffant, avec des stores aux fenêtres et une vieille moquette au sol. La notaire, une femme d'une cinquantaine d'années, a ouvert le dossier et a commencé à lire. Le testament était simple, la maison et les économies seraient partagées à parts égales entre les filles. La somme n'était pas très importante, mon père n'avait jamais beaucoup gagné, mais cela suffirait pour vivre sans souci pendant 2 ans. Je me sentis soulagée, au moins je n'aurais pas à me soucier de l'argent dans l'immédiat. Puis Marlène se leva, elle sortit une enveloppe de son sac, l'ouvrit et la posa sur la table devant la notaire. Je l'ai trouvée dans le coffre-fort familial, dit-elle froidement. Certificat d'adoption d'Yvonne. Elle n'a pas droit à l'héritage. Je suis restée figée. La notaire a pris le papier, l'a lu attentivement, puis m'a regardée. Marlène se tenait debout, les bras croisés sur la poitrine, le visage impassible. Gus était assis, immobile, regardant par la fenêtre. Ce n'est pas vrai, balbutiai-je. Je ne sais rien à ce sujet. Bien sûr que tu ne sais rien, rétorqua Marlène. Tes parents t'ont recueilli dans un orphelinat quand j'avais 8 ans. Je la regardais. Marilyn est grande, blonde, avec des traits anguleux. Je suis petite, brune, avec un nez retroussé. Je n'y avais jamais vraiment réfléchi. Je pensais simplement que je tenais plus de mon père et elle de ma mère. Il faut faire vérifier ce document par un juriste, dit prudemment la notaire. S'il est authentique, cela change la donne. Il est authentique, rétorqua Marlène. Et je n'ai pas l'intention de partager la maison de mon père avec quelqu'un qui n'est même pas de ma famille. Je me levai, mes jambes tremblaient, mais j'essayais de garder le dos droit. C'était mon père, dis-je doucement. Il m'a élevée. Il a eu pitié de toi, répondit Marlène, mais cela ne fait pas de toi son héritière. Je quittai le bureau sans attendre la réponse de la notaire. Il faisait froid dehors, le vent me fouettait les cheveux. Je m'assis dans ma vieille Toyota, agrippai le volant et finis par fondre en larmes. Pas de chagrin, mais d'impuissance. Marlène a toujours été comme ça, froide, calculatrice, sûre d'avoir raison, et j'ai toujours été celle qui cédait. Je suis rentrée chez moi en pilote automatique. Mon appartement est petit, il n'y a qu'une pièce, les meubles viennent d'une brocante. Je travaille comme barman dans un pub routier, je gagne bien ma vie, mais ça ne suffit pas pour quelque chose de mieux. Mon père voulait que je continue mes études après l'école, mais je n'ai pas réussi, c'était trop difficile. Je suis allée travailler, j'ai trouvé cet endroit, je me suis installée, je me suis assise sur le canapé et j'ai sorti mon téléphone. J'ai tapé test ADN dans le moteur de recherche. Des dizaines de laboratoires sont apparus dans les résultats. J'ai commandé un kit en ligne livré en 2 jours. Si je suis vraiment adoptée, je veux en avoir le cœur net. Mais quelque chose me tracassait. Je pensais à mon père, à son comportement étrange ces derniers mois. Il réfléchissait souvent, regardait Marlène d'un air tendu, comme s'il voulait dire quelque chose, mais n'osait pas. Une fois, quand elle est venue le voir avec les enfants, il a longuement regardé Jada, puis s'est détourné et s'est essuyé les yeux. Je pensais qu'il était simplement ému par son petit-fils. Maintenant, je comprends qu'il y avait autre chose. Lorsque le kit de test est arrivé, je suis allée chez mes parents. Marlène m'a donné les clés et m'a dit que je pouvais récupérer mes affaires avant qu'elle ne vende la maison. Je suis allée dans la chambre de mon père et j'ai pris son peigne dans la salle de bain. Il y avait encore des cheveux dessus, gris et raides. J'ai soigneusement retiré quelques cheveux et les ai mis dans un tube à essai, puis je suis allée dans la chambre d'amis où Marlène séjournait lorsqu'elle rendait visite à mon père. Sa brosse était posée sur la coiffeuse, je me suis figée. Ce n'était pas bien, c'était une intrusion dans sa vie privée. Mais quelque chose
chose me disait de le faire. J'ai prélevé un échantillon, puis je suis allée dans la chambre d'enfant où Tessa et Jade dormaient lorsqu'elles rendaient visite à leur grand-père. Il y avait deux brosses à cheveux sur l'étagère. J'ai prélevé des échantillons des deux, je suis sortie de la maison en tremblant. Je me suis assise dans la voiture et je suis restée longtemps là, serrant les tubes dans ma main. Je ne sais pas ce qui m'animait, le désespoir ou une sombre intuition que je ne voulais même pas m'avouer à moi-même. Mais je sentais qu'il y avait là quelque chose de plus que ma simple adoption. Je sentais que lorsque les résultats arriveraient, ils bouleverseraient tout. Pendant 3 semaines, j'ai vécu dans le brouillard. Je travaillais dans un bar, je servais de la bière, je souriais aux clients, mais tout cela était mécanique. À la maison, je restais assise à regarder le plafond, repassant dans ma tête cette journée chez le notaire. Marlin n'appelait pas, n'écrivait pas. Gus est venu une fois au bar, a commandé un café, s'est assis dans un coin, silencieux. Je me suis approchée, lui ai demandé comment allèrent les enfants. Il a répondu brièvement, bien, puis il a fini son café et est parti. Je l'ai regardé partir et j'ai réfléchi à beaucoup de choses. L'enveloppe avec les résultats est arrivée jeudi soir. Je suis rentrée du travail et je l'ai vue dans la boîte aux lettres, une grosse enveloppe blanche avec le logo du laboratoire. Mes mains tremblaient lorsque j'ai ouvert la porte de l'appartement. Je me suis assise sur le canapé, j'ai déchiré l'enveloppe et j'ai sorti plusieurs feuilles avec des tableaux, des graphiques et des chiffres. La première feuille était mon test avec les cheveux de mon père. Je lis probabilité de parenté biologique 0%. Je ne suis pas sa fille. Après avoir fermé les yeux un instant, j'ai posé la feuille et pris la suivante. Marlène est mon père. Probabilité de parenté 0%. J'ai relu 3 fois. Marlène n'est pas non plus sa fille. Elle est adoptive comme moi. Ou, troisième feuille, Tessa et Gus, 0%. La fille n'est pas de lui. Quatrième feuille, Jade et Gus. 99%, Jade est son fils. Cinquième feuille, celle qui a tout changé. Gus et son père, 99%. Gus est le fils de Karl Trémor. Je suis restée assise à regarder ces chiffres et le monde autour de moi s'est comme renversé. Karl avait un fils biologique, Gus, qui avait épousé la fille adoptive de Karl sans connaître la vérité. Ils ont 2 enfants. L'un n'est pas de Gus, l'autre est son fils biologique. Et ce fils, Jade, est donc le seul petit-fils biologique de mon père. Le seul véritable héritier, je me suis servi un verre de vin que j'ai bu d'un trait, puis un autre. Je me suis rassise, j'ai étalé les feuilles sur la table et j'ai tout relu une fois de plus. Ce n'était pas une erreur. Le laboratoire était sérieux, agréé, les résultats étaient signés et tamponnés. Je tenais entre mes mains une bombe qui pouvait détruire toute ma famille. J'ai ajouté Gus à la dernière minute, juste au cas où, mais je n'avais même pas pensé à ça. Le lendemain, je suis allée chez Madame Floyd. Elle habitait à 2 maisons de celle de mon père, une petite femme maigre d'environ 75 ans qui connaissait tous les potins de la ville depuis un demi-siècle. Je l'ai trouvée sur le porche en train d'arroser ses fleurs en pot. Yvonne, ma chérie, m'a-t-elle dit en souriant. Comment vas-tu? J'ai entendu parler du testament, de ce que Marlène a fait. Tout cela est terrible. Je me suis assise sur la marche. Madame Floyd s'est installée à côté de moi. J'ai besoin de savoir quelque chose, ai-je dit, à propos de maman et papa, à propos de la façon dont Marlène et moi sommes arrivés dans leur vie. Madame Floyd posa l'arrosoir et s'essuya les mains sur son tablier. Eh bien, c'est du passé, ma chérie, pourquoi veux-tu savoir? J'ai besoin de connaître la vérité à propos de mon adoption et tout le reste. Elle resta silencieuse puis soupira. D'accord, Darlène et Karl se sont mariés jeunes. Darlène voulait des enfants, mais ça ne marchait pas. Ils ont consulté des médecins, suivi des traitements, mais rien n'y faisait. Pendant 5 ans, ça n'a pas marché. Et puis, tout à coup, Darlène est tombée enceinte. Tout le monde était surpris, ils ont dit que c'était un miracle. Marlène est née, une jolie petite fille, en bonne santé. Et puis, on m'a prise à l'orphelinat, ai-je dit. Oui, quand Marlène avait 8 ans, Karl voulait que la petite fille ait une sœur. Au début, Darlène ne voulait pas, mais elle a fini par accepter. Tu étais une enfant calme, timide. Darlène était froide avec toi, c'est vrai. Karl les aimait toutes les deux de la même façon, mais Darlène, c'était une femme compliquée. Madame Floyd, avez-vous entendu parler de Lorna Walmer? Je leur ai donné le nom de la mère de Gus. La vieille femme a sursauté, elle s'est tournée vers moi, les yeux plissés. Comment connaissez-vous ce nom? Je l'ai juste entendu. Qui est-elle? Madame Floyd est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle dit doucement: Lorna travaillait comme caissière dans une épicerie. C'était il y a longtemps, il y a plus de 30 ans. Elle était jeune, belle, seule. Karl travaillait beaucoup à l'époque. Darlène était constamment nerveuse parce qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte. Et ce qui devait arriver arriva. Karl et Lorna, pas longtemps, peut-être quelques mois. Mais Darlène l'a découvert. Il y a eu un terrible scandale. Lorna a démissionné et est partie dans une autre ville. J'ai entendu dire qu'elle avait eu un fils, mais Karl ne l'a jamais vu, ne l'a jamais reconnu. Darlène lui a même interdit de prononcer ce nom. Et quand Marlène est-elle née? 1 an après ce scandale. C'est pourquoi tout le monde disait que c'était un miracle. Darlène voulait tellement un enfant et finalement elle l'a eu. Je me suis assise et j'ai réfléchi. Un miracle? 1 an après la trahison de Karl, Darlène est soudainement tombée enceinte. Ou elle n'est pas tombée enceinte, ou c'était une vengeance, ou simplement une autre trahison dont personne n'avait connaissance. Madame Floyd, savez-vous comment s'appelait le fils de Lorna?
Gus, je crois. Oui, c'est ça, Gus Volmer. Pourquoi cette question, ma chérie? Je me suis levée, j'ai remercié et je suis partie. Madame Floyd m'a appelée, mais je ne me suis pas retournée. Je me suis assise dans la voiture, je me suis garée dans un endroit tranquille près du lac et j'ai coupé le moteur. Je regardais l'eau et je réfléchissais. Karl avait trompé Darlene avec Lorna. Gus était né, Karl n'avait pas reconnu son fils, peut-être même qu'il ne savait pas vraiment. Un an plus tard, Darlene est tombée enceinte, mais en réalité, elle a trompé son mari pour se venger ou simplement pour sauver son mariage. Marlène a grandi sans connaître la vérité. Je suis arrivée dans la famille plus tard, j'ai été officiellement adoptée, puis Marlène a rencontré Gus, ils se sont mariés, Karl, savait-il, sans doutait-il. Il a gardé le silence parce qu'il avait peur de tout gâcher. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de Gus, il n'a pas répondu. Je lui ai écrit: il faut qu'on parle de toute urgence. Une minute plus tard, il m'a répondu. À propos de quoi? J'ai tapé: on se voit, à l'atelier, demain après le déjeuner. Le lendemain, je me suis rendue à l'atelier où Gus travaillait comme soudeur. Une grande pièce, une odeur de métal et de graisse, le bruit des outils. Gus se tenait près de la machine, équipé de lunettes de protection, et soudait une structure quelconque. Il m'a vu, a posé son chalumeau et s'est approché. Que s'est-il passé? M'a-t-il demandé brièvement. Son visage était fatigué, il avait des cernes sous les yeux. J'ai besoin de parler, en privé. Il m'a conduite dans une petite pièce à l'arrière, une sorte de salle de repos, avec une table, deux chaises et une cafetière. Il a fermé la porte, s'est assis et a croisé les bras sur sa poitrine. Je t'écoute. Je sortis l'enveloppe contenant les résultats et la posai sur la table. J'ai fait des tests ADN pour moi, pour Marlène, pour tes enfants et pour toi et mon père. Gus ne bougea pas. Pourquoi? Je voulais connaître la vérité. Marlène m'a dit que j'étais adoptée et que je n'avais pas droit à l'héritage. J'ai décidé de vérifier. Et alors? Sa voix était calme, mais j'ai vu ses épaules se crisper. Je suis vraiment une fille adoptive, Marlene aussi. Tessa n'est pas ta fille, Jad est ton fils, et tu es le fils de Carl Tremor. Silence, Gus restait immobile, les yeux fixés sur l'enveloppe. Puis il en sortit lentement les feuilles et commença à lire. Son visage resta impassible, seules ses mâchoires se crispèrent. Il lut tout, puis reposa les feuilles. Oui, dit-il enfin. Je connaissais Tessa, je m'en doutais depuis le début. Elle est née peu après que Marlène ait eu une liaison avec un client de son travail. J'ai trouvé leur correspondance, je l'ai secouée. Elle pleurait, jurait que tout était fini. Je suis restée. Parce que j'aimais Jade, parce que je pensais qu'il était peut-être encore possible de réparer les choses. Mais après ça, tout a empiré entre nous. Et Karl, tu savais? Gus secoua la tête. Non, ma mère ne m'a jamais dit qui était mon père. Elle m'a juste dit qu'il était de cette ville, mais qu'il ne voulait pas l'admettre. Elle est morte il y a 5 ans sans jamais me dire son nom. Je ne l'ai pas cherché. Pourquoi aurais-je besoin d'un père qui m'a abandonné? Peut-être qu'il ne savait pas, ou peut-être qu'il savait, mais qu'il avait peur de détruire la famille. Quelle différence ça fait? Gus se leva et fit les 100 pas dans la pièce. Quelle différence ça fait, bon sang, Yvonne? J'ai grandi sans père, ma mère avait 2 emplois pour me nourrir, j'ai appris à cuisiner à 16 ans, je suis allée travailler à l'usine. Et lui, il vivait tranquillement, élevait ses filles, comme si je n'existais pas. Il ne savait sûrement pas pour toi, Madame Floyd a dit que ta mère était partie après la dispute, elle ne lui a peut-être pas parlé de sa grossesse. Gus se retourna et me regarda d'un air sévère. Alors, qu'est-ce que tu veux, Yvonne? Pourquoi tu me racontes tout ça? Je pris une profonde inspiration. Parce que Jade est le seul petit-fils biologique de Karl. Si Marlène et moi sommes toutes deux adoptées et que tu es son fils, alors selon la loi, l'héritage doit revenir à ses descendants biologiques, à toi ou à Jade. Gus se figea. Tu as perdu la tête? Je dis la vérité. Marlène essaie de me prendre mon héritage car elle prétend que je n'y ai pas droit. Mais elle n'y a pas droit non plus. Mais toi, tu y as droit. Tu es son fils. Je ne veux rien de lui, rétorqua brusquement Gus. Je n'ai pas besoin de son argent ni de sa maison. Mais Marlène veut les obtenir et elle n'a pas le droit de les prendre. Elle ment, Gus. Elle utilise les documents de mon adoption pour tout récupérer. Elle-même n'est pas une vraie fille. Gus s'assit à nouveau, se prenant la tête entre les mains. Mon Dieu, quelle folie. Je ne sais pas quoi faire, dis-je doucement. Si je lui dis la vérité, elle apprendra l'existence de Tessa, la tienne, tout. Cela vous détruira définitivement. Entre nous, tout est déjà presque détruit, répondit Gus d'une voix sourde. Nous vivons dans la même maison comme des étrangers. Marlène dort dans une chambre séparée, moi sur le canapé. Les enfants voient que quelque chose ne va pas, mais nous faisons semblant que tout va bien. Je ne reste que pour Jada. Nous restâmes assis en silence. Je pensais à mon père, à la façon dont il avait regardé Jada ces derniers mois, avec tant de tendresse, tant de nostalgie. Savait-il, avait-il deviné que c'était son petit-fils, son sang? Pourquoi n'avait-il rien dit? Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda finalement Gus. Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Mais Marlène doit savoir la vérité. Elle ne peut pas accepter un héritage qui ne lui appartient pas. Gus acquiesça. Alors dis-le lui, mais prépare-toi aux conséquences. Marlène n'est pas du genre à pardonner ou à reculer. Quand elle l'apprendra, ce sera la guerre. Et dans cette guerre, tout le monde en pâtira. Je rentrais chez moi avec un mauvais pressentiment. Le soir, j'ai composé le numéro de Marlène. Elle a répondu après la 5e sonnerie. Qu'y a-t-il? Sa voix était dure, froide. Il faut qu'on parle. Viens chez moi demain, j'ai découvert quelque chose.
À propos de quoi? À propos de l'héritage, à propos de nous, vient Marlène. C'est important. Elle a marqué une pause, puis a dit: d'accord, à 9 heures du matin, mais si c'est une perte de temps, je ne veux plus te voir. Elle raccrocha. Je restais assise, le téléphone à la main, et je pensais: demain, tout changera et plus rien ne sera comme avant. Marlène arriva à 9 heures pile. Je l'ai vue par la fenêtre. Elle est sortie de la voiture, a fermé la porte et restait debout 1 minute à regarder ma maison. Elle était habillée sobrement, jean foncé, veste noire, cheveux attachés en queue de cheval. Son visage était impassible. Elle a monté les marches, a frappé à la porte. J'ai ouvert. Entre. Elle est entrée dans la pièce, a regardé autour d'elle. Nous ne nous étions pas vus depuis le jour chez le notaire, soit près d'un mois. Marlène semblait avoir maigri, elle avait des cernes sous les yeux, elle s'est assise sur le canapé et a posé son sac à côté d'elle. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Je me suis assise en face d'elle sur une chaise. Sur la table entre nous se trouvait l'enveloppe contenant les résultats. Marlène l'a regardée mais n'a rien dit. J'ai fait des tests ADN, ai-je commencé. Après que tu m'as montré le certificat de mon adoption, je voulais connaître la vérité. Et alors? Sa voix était froide. Maintenant, tu sais que tu es adopté. Je te l'avais dit. Oui, mais je n'ai pas fait seulement mon test. J'ai aussi prélevé des échantillons de ton ADN, et celui des enfants, et celui de Gus. Marlène tressaillit. Quoi? Comment? Ta brosse à cheveux, les brosses des enfants, ce n'est pas compliqué. Elle se leva brusquement. Tu n'avais pas le droit, c'est une intrusion dans ma vie privée. Tout comme ton intrusion dans mon droit à l'héritage, répondis-je calmement. Assieds-toi, Marlène, tu dois entendre ça. Elle resta debout, me regardant avec rage, puis elle s'assit lentement. Parle. Je pris l'enveloppe, en sortis les feuilles et les posai devant elle. Première conclusion, je suis bien adoptée, Karl n'est pas mon père biologique. Deuxième conclusion, Karl n'est pas ton père non plus. Marlène était figée. Elle prit la feuille et commença à lire. Son visage resta impassible, mais je vis ses lèvres pâlir. C'est une erreur, ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'erreur, le laboratoire est agréé, les résultats sont signés, les cachets sont officiels. Tu es une fille adoptive, comme moi. Tu n'es pas la fille biologique de ton père. Marlène relut la feuille encore et encore, puis elle la posa et prit la suivante. C'est à propos de Tessa, dis-je doucement. Elle n'est pas la fille de Gus. Marlène se figea. Elle lut longuement, puis elle posa le papier et regarda la table. Continue, murmura-t-elle. Jade est le fils de Gus, biologiquement. Et voici la dernière chose, la plus importante. Gus est le fils de Karl Treymor. Ton mari est le fils biologique de notre père. Silence. Marlène restait immobile, puis elle leva lentement la tête et me regarda. Qu'est-ce que tu as dit? Gus est le fils de Karl. Il y a 37 ans, mon père a eu une liaison avec une femme nommée Lorna Wolmer. Elle est tombée enceinte, a déménagé dans une autre ville et a donné naissance à un fils. Gus. Karl ne l'a pas reconnu, peut-être même qu'il ne savait pas. Puis, des années plus tard, Gus t'a rencontré et t'a épousé, sans savoir que tu étais la fille de son père biologique. Marlène a saisi la feuille, a lu les résultats du test de Gus et Karl. Ses mains tremblaient. Elle a lu, relu, puis a posé le papier et s'est soudainement mise à rire. C'était un rire sec, hystérique. Tu inventes tout ça, c'est fou, ça ne peut pas être vrai. C'est vrai, Marlène. Regarde les tampons, les signatures, ce sont les résultats officiels. Le rire s'est figé, Marlène a regardé les papiers, puis m'a regardé. Son visage est devenu complètement pâle. Gus est au courant. Oui, depuis longtemps. Pour Tessa, oui, il s'en doutait depuis le début. Pour le fait qu'il est le fils de Karl, il vient de l'apprendre. Je lui ai dit hier. Marlène s'enfonça lentement dans le canapé. Elle se couvrit le visage de ses mains, ses épaules tremblèrent. Elle pleurait silencieusement, sans bruit. Je restais assise à la regarder. Une partie de moi ressentait de la satisfaction. Enfin, elle comprenait ce que c'était que de voir son monde s'écrouler, mais une autre partie ressentait de la pitié. Elle était ma sœur, après tout. Nous avons grandi ensemble. Pourquoi, murmura Marlène à travers ses doigts, pourquoi as-tu fait ça? Parce que tu as déclenché une guerre. Tu as dit que je n'avais pas droit à l'héritage, que j'étais une étrangère. Je voulais connaître la vérité. Et maintenant, Marlène baissa les mains et me regarda avec ses yeux rougis. Tu es contente maintenant? Tu as détruit ma vie? Je n'ai rien détruit. J'ai simplement découvert la vérité. La vérité? Marlène se leva brusquement. Quelle vérité? Que mon mariage est une erreur, que ma fille n'est pas de mon mari, que je ne suis pas la fille de mon père, que je n'ai rien à faire ici. Qui suis-je? Elle criait, le visage déformé. Je restais assise en silence. Gus sait depuis longtemps pour Tessa, dis-je lorsqu'elle se tut. Il est resté avec toi uniquement pour Jada. Il n'y a plus rien entre vous depuis longtemps. Comment sais-tu ce qu'il y a entre nous? S'écria Marlène. Tu ne vis pas dans notre maison, tu ne sais rien. C'est lui qui me l'a dit. Marlène se figea. Quand? Hier, quand je lui ai montré les résultats. Elle se rassit et fixa le sol. Elle resta longtemps silencieuse, puis elle demanda doucement. Et maintenant, pourquoi tu me montres tout ça? Je pris une profonde inspiration. Parce que Jade est le seul petit-fils biologique de Karl. Gus est son fils. Toi et moi sommes toutes deux des petites filles adoptives. Selon la loi, s'il n'y a pas d'enfant biologique, l'héritage revient aux petits-enfants biologiques ou aux enfants biologiques de la génération suivante. Gus a un droit prioritaire sur l'héritage. Ou Jade. Marlène leva brusquement la tête. Quoi? Tu m'as bien entendu. Tu voulais me prendre mon héritage parce que je n'y avais soi-disant pas droit, mais toi non plus. Tu n'y as pas droit. Et Gus, oui. C'est le fils biologique de Karl. Marlène me regardait et quelque chose de nouveau apparut dans ses yeux, la peur. Alors qu'est-ce que tu veux? Tout prendre pour toi? Le donner à Gus? Je veux que justice soit faite, répondis-je calmement.
Notre père nous a élevés toutes les deux. Il nous aimait toutes les deux de la même manière, indépendamment de nos liens du sang, mais c'est toi qui as déclenché cette guerre. Tu as dit que je n'avais pas le droit car je n'étais pas de sa famille, et maintenant il s'avère que toi non plus, tu n'as pas le droit. Toi non plus, tu n'es pas de sa famille. Marlène se leva et traversa la pièce. Elle resta debout, respirant bruyamment, puis elle attrapa brusquement son sac et se dirigea vers la porte. Elle sortit sans un mot, claquant la porte derrière elle. Je restais assise dans la pièce vide, écoutant sa voiture s'éloigner. Je me sentais vide. Ce n'était ni une victoire, ni un soulagement, juste un sentiment de vide. Le lendemain, vers 2 heures de l'après-midi, on a frappé à la porte. J'ai ouvert. Marlène et Gus se tenaient sur le seuil. Marlène avait l'air encore plus mal en point qu'hier, les yeux gonflés, les cheveux en bataille. Gus se tenait à côté d'elle, les mains dans les poches, le visage fatigué et sombre. On peut entrer demanda Marlène doucement. Je m'écartai, ils entrèrent dans la pièce et s'assirent sur le canapé. Je m'assis en face d'eux. Marlène regardait le sol, Gus regardait par la fenêtre. Personne ne parlait. Finalement, Gus me regarda. Nous avons parlé hier soir, longtemps, de Tessa, de moi, de Karl. Et maintenant demandai-je. Marlène leva la tête. Je veux savoir ce que tu comptes faire. Vas-tu aller au tribunal? Vas-tu intenter un procès pour l'héritage? Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Je n'ai pas encore décidé. Je ne veux rien de Karl, dit Gus fermement. Je te l'ai déjà dit, il n'était pas mon père, il m'a renié. Il ne savait pas pour toi, dis-je. Peut-être que s'il avait su. Ça n'a pas d'importance, l'interrompit Gus. Je ne veux pas de son héritage. Marlène me regardait. Alors que veux-tu, Yvonne? Que veux-tu vraiment? Je me suis tue. Que voulais-je? Me venger, obtenir justice, simplement être reconnue? Je veux que tu reconnaisses que tu n'avais pas le droit de faire ce que tu as fait. Tu as essayé de me prendre ce que mon père nous avait laissé à tous les deux, tu t'es servi de mon adoption comme d'une arme et tu t'es retrouvée dans la même situation. Marlène resta silencieuse, puis elle dit doucement: je le reconnais, j'ai eu tort, je voulais juste contrôler quelque chose. Après la mort de papa, j'ai eu l'impression que tout s'écroulait. Mon mariage était mort, mon travail ennuyeux, mes enfants grandissaient et je ne savais pas comment leur parler. La maison était la seule chose qui me semblait réelle, quelque chose que je pouvais garder, conserver. Elle se remit à pleurer. Gus était assis à côté d'elle sans la toucher. Je les regardais, ce couple brisé, leur visage fatigué, et je comprenais. Nous sommes tous des victimes, victimes des secrets des autres, des erreurs des autres, des décisions des autres. Que va-t-il advenir de l'héritage? Demandai-je doucement. Gus me regarda. Alors, fais ce que tu juges bon. Si tu veux aller au tribunal, vas-y. Je ne m'y opposerai pas et je ne revendiquerai rien. Mais si tu décides de laisser les choses telles que papa les a voulues, je n'y vois pas d'inconvénient non plus. Marlène acquiesça. Je renonce à mes droits. Adoption ou pas, papa voulait que nous partagions à parts égales. Je ne me battrai pas. Je restais assise et les regardais. C'était une capitulation, mais pour une raison quelconque, je ne ressentais pas de victoire. D'accord, dis-je enfin, alors laissons tout comme papa le voulait. Nous partageons tout à parts égales, nous vendons la maison et partageons l'argent en deux. Marlène acquiesça, Gus aussi. Ils se levèrent et se dirigèrent vers la porte. Au seuil de la porte, Marlène se retourna. Yvonne, je suis désolée, pour tout. Je ne répondis pas. Je me contentais d'acquiescer. Ils partirent. Je fermai la porte et m'assis par terre, le dos contre le mur. Je me sentais épuisée. Tout était fini. Mais pour une raison quelconque, je ne ressentais aucun soulagement. Le soir, un numéro inconnu m'a appelé. J'ai répondu. Allô, c'est Yvonne Tremor, une voix féminine inconnue. Oui, je m'appelle Rena Caldwell, je suis avocate, j'ai été engagée par Marlène Walmer pour m'occuper d'une succession. Mais aujourd'hui, elle a renoncé à mes services. Cependant, il y a quelque chose que je dois vous dire. Cela concerne le testament de votre père. Je me suis redressée. Quoi exactement? Je ne peux pas en parler au téléphone. Pouvons-nous nous rencontrer demain? C'est important. De quoi s'agit-il? Du deuxième testament, celui dont vous n'aviez pas connaissance. Le cabinet de l'avocate Rena Caldwell se trouvait au centre-ville, au troisième étage d'un vieil immeuble en briques. Je montai les escaliers, trouvai la porte avec le verre dépoli et la plaque. Je frappai, une voix de l'intérieur disait Entrez. Rena Caldwell était une femme d'environ 45 ans, vêtue d'un tailleur, les cheveux courts et le regard attentif. Elle s'est levée de son bureau et m'a serré la main. Yvonne, merci d'être venue. Asseyez-vous, je vous en prie. Je me suis assise en face d'elle et j'ai posé mon sac sur mes genoux. Rena s'assit également et posa ses mains sur la table. Je représentais les intérêts de votre sœur Marlène dans l'affaire de succession. Mais hier, elle a refusé mes services. Elle a dit qu'elle ne contesterait plus le testament. Cependant, avant qu'elle ne m'engage, votre père m'avait contacté personnellement un mois avant sa mort. Je me suis redressée. À propos de quoi? Rena a ouvert le tiroir de la table, en a sorti un dossier et l'a posé devant moi. Il voulait modifier son testament. Il en a rédigé une nouvelle version et me l'a apportée pour que je la vérifie. Nous devions nous revoir une semaine plus tard pour l'authentification officielle, mais il est décédé avant. Une crise cardiaque soudaine, vous comprenez? Elle ouvrit le dossier. Il contenait plusieurs feuilles manuscrites écrites de la main soignée de mon père. Ce document n'est pas certifié officiellement, il n'a donc aucune valeur juridique, mais il contient ses dernières volontés. Il voulait que son héritage soit réparti différemment. Je pris une feuille et commençai à lire. Testament de Karl Edward Treymore. Étant sain d'esprit, je lègue mes biens comme suit. La moitié à Yvonne Treymore, l'autre moitié à Marlène Volmer et Gus Volmer, à parts égales entre eux. Gus Volmer est mon fils biologique, né de Lorna Volmer il y a 37 ans. Je le reconnais comme mon héritier au même titre que mes filles. Je l'ai relu 2 fois. Mon père avait reconnu Gus, il voulait lui léguer une partie de son héritage.
Il y a encore une lettre, dit Rena doucement. Elle vous est adressée personnellement. Elle sortit l'enveloppe du dossier et me la tendit. Je l'ai ouvert. C'était l'écriture de mon père, plusieurs pages. Yvonne, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Je n'ai pas eu le temps de certifier mon Nouveau Testament, mais j'espère que Réna te le remettra. Je dois t'expliquer. Il y a 2 ans, j'ai appris l'existence de Gus. J'ai rencontré par hasard une vieille connaissance de Lorna. Elle était à l'hôpital, mourante d'un cancer. Elle m'a dit que Lorna avait donné naissance à un fils, Gus, mais qu'elle ne lui avait jamais dit qui était son père. Lorna est morte il y a 5 ans sans avoir dit la vérité. Et j'ai alors compris qu'il vivait ici, dans notre ville, marié, à Marlène. Je ne savais pas quoi faire. Si je disais la vérité, cela détruirait leur mariage. Ils ne sont pas frères et sœurs de sang, mais comment pourraient-ils vivre en sachant que leurs parents ont eu un passé commun? Comment les enfants pourraient-ils vivre en sachant que le grand-père de leur père est aussi leur grand-père maternel? Je me suis tue, j'ai observé de loin. J'ai vu Gus élever les enfants, travailler, c'est un homme bien, Yvonne, meilleur que moi. Ta mère, Darlène, ne pouvait pas avoir d'enfants, nous nous sommes mariés jeunes, nous avons essayé pendant des années, rien n'y faisait. Alors je l'ai trompé avec Lorna. Ce fut une brève liaison, quelques mois, mais je ne me justifie pas. Darlène l'a appris, il y a eu un terrible scandale. Lorna est partie, je pensais que tout était fini. 1 an plus tard, Darlène a décidé d'adopter un enfant. Nous avons adopté Marlène quand elle était bébé. Nous avons convaincu tout le monde que Darlène était enceinte, ce qui fut facile car nous sortions rarement pendant cette grossesse. Marlène a grandi en pensant qu'elle était notre fille biologique. Puis nous t'avons recueillie dans un refuge. La deuxième fois, nous avons décidé de ne pas le cacher, nous avons dit à tout le monde que c'était une adoption. Darlène était plus froide avec toi qu'avec Marlène, non pas parce que tu étais moins bien, mais parce que Marlène était sa vengeance pour ma trahison, sa façon de prouver que nous étions une famille normale. Et toi, tu n'étais qu'une enfant que nous avions recueillie par pitié. Je suis désolée, Yvonne, je suis désolée de ne pas avoir pu te protéger de sa froideur. Je vous aimais toutes les deux de la même façon, Marlène et toi. Vous êtes mes filles, peu importe le lien du sang, mais Gus est ma plus grande erreur, ma plus grande perte et mon plus grand fardeau. Darlène n'avait pas d'enfant et j'avais un fils dont je ne savais rien, et ça m'a pesé jusqu'à la fin. Je veux qu'il reçoive une partie de l'héritage, non pas parce qu'il est meilleur que vous, mais parce que je lui dois toute la vie qu'il a vécue sans père. Sois forte, Yvonne, sois intelligente. Fais ce que tu penses être juste, je te fais confiance, je t'aime, je t'ai toujours aimé. Papa. J'ai fini de lire et j'ai posé la feuille. Mes mains tremblaient. Réna restait silencieuse, me laissant le temps. J'ai essuyé mes yeux, je ne savais pas quand j'avais commencé à pleurer. Et maintenant, ai-je finalement demandé? Ce testament n'a aucune valeur juridique, a répondu Réna. Je ne pensais donc pas que vous en aviez besoin. Mais comme vous avez beaucoup changé les choses, Marlène et vous pouvez le reconnaître volontairement. Ou contester personnellement le premier testament et présenter celui-ci comme preuve de la volonté de votre père. Mais c'est un long processus judiciaire et le résultat n'est pas garanti. Et si nous le reconnaissons simplement? Alors vous répartirez l'héritage comme il le souhaitait, sans procès, d'un commun accord. Mais pour cela, il faut l'accord de toutes les parties, le vôtre, celui de Marlin et celui de Gus. J'ai acquiescé, pris les copies des documents et suis partie. Il faisait froid dehors, le vent me fouettait les cheveux. Je me suis assise dans la voiture et suis restée longtemps là, la lettre entre les mains. Je relisais certaines phrases. Je vous aimais tous les deux de la même façon. Gus est mon plus grand fardeau. Sois forte. Mon père a porté tout cela seul. Il n'en a parlé à personne. Il a vécu en sachant que son fils était marié à sa fille adoptive, que ses petits-enfants ne connaissaient pas la vérité sur leur grand-père. Et il est mort sans rien dire, je ne savais pas si c'était de la bravoure ou de la lâcheté, peut-être les deux à la fois. J'ai composé le numéro de Marlène. Allô? Sa voix était tendue. C'est moi, je dois venir chez toi et Gus, ensemble. À propos de quoi? À propos de papa, à propos du testament. C'est important. Elle a marqué une pause. D'accord, viens dans 1 heure. J'ai pris ma voiture et je suis rentrée chez moi. Une fois à la maison, je me suis changée et j'ai essayé de rassembler mes idées. Que vais-je leur dire? Comment leur expliquer? Mon père voulait donner une partie de son héritage à Gus, mais il n'en avait pas parlé pendant 2 ans. Cela semblait contradictoire. Ou peut-être pas. 1 heure plus tard, j'arrivais chez eux, une petite maison à un étage dans une rue calme, avec un petit jardin devant. Gus ouvrit la porte et me fit signe de la tête en silence. Il avait l'air différent de d'habitude. Il ne portait pas ses vêtements de travail, mais un jean et un t-shirt ordinaire, et ses cheveux étaient encore humides après la douche. Je suis entrée dans le salon, Marlène était assise sur le canapé, le visage fatigué, mais plus calme que ces derniers temps. Il y avait 2 tasses de café sur la table et des biscuits dans une assiette. Elle m'a indiqué le fauteuil en face d'elle. Assieds-toi, tu veux du café? Non, merci. Gus s'assit à côté de Marlène, pas tout près, mais à côté. Ils me regardaient tous les deux avec impatience. Je suis allée voir l'avocate que tu as engagée. Commençai-je en regardant Marlène. Elle m'a dit que papa avait rédigé un deuxième testament, 1 mois avant sa mort. Il n'a pas eu le temps de le faire certifier, donc il n'est pas valide juridiquement, mais dans ce testament, il voulait modifier la répartition de l'héritage. Marlène se pencha en avant. Comment exactement? Il voulait que je reçoive la moitié et que vous receviez l'autre moitié à vous deux. Parce que Gus est son fils. Il t'a reconnu, Gus. Il voulait que tu reçoives une partie. Gus serra les poings et les posa sur ses genoux. Quand l'a-t-il appris? Il y a 2 ans. Par hasard. Une connaissance de ta mère le lui a dit avant de mourir. 2 ans, répéta Gus d'une voix sourde.
Il le savait depuis 2 ans et n'a rien dit. Eh bien, il n'a pas fini sa phrase, mais son visage en disait long, un mélange de colère, de douleur et d'autres choses que je ne pouvais pas déchiffrer. Il a écrit une lettre à moi, il y explique pourquoi. J'ai sorti l'enveloppe et l'ai posée sur la table. Marlène l'a prise la première et a commencé à lire. Gus s'est penché et a lu avec elle par-dessus son épaule. Je suis restée assise à les regarder. Marlène lisait lentement, les lèvres tremblantes, s'arrêtant parfois pour relire certaines phrases. Gus lisait en silence, le visage impassible, mais les mâchoires de plus en plus serrées. Quand ils eurent fini de lire, Marlène posa la feuille sur la table et se mit à pleurer doucement. Gus restait assis, immobile, les yeux fixés sur le sol, les mains serrées en poing. Il avait peur de détruire votre mariage, dis-je doucement. Il avait peur de traumatiser les enfants. Il savait que si vous appreniez la vérité, vous ne le supporteriez pas, que cela détruirait tout. Marlène essuya ses yeux avec sa main et regarda Gus. Il avait peut-être raison. Si nous l'avions su plus tôt, nous nous serions séparés, horrifiés, en réalisant que notre mariage était basé sur une coïncidence, sur les secrets des autres. Mais maintenant, je ne sais pas. Gus se tourna lentement vers elle. Qu'est-ce que tu ne sais pas? Marlène prit une profonde inspiration et essuya ses dernières larmes. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. Nous ne sommes pas frères et sœurs de sang, Gus. Aucun de nous n'est biologiquement l'enfant de Karl. Nous sommes simplement deux personnes qui se sont mariées sans savoir que nos parents avaient un passé commun. Ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas notre erreur. Mais commença Gus doucement en la regardant dans les yeux. Tu étais la fille de celui qui aurait dû être mon père. J'aurais pu fréquenter cette maison, j'aurais pu te connaître depuis l'enfance. Oui, mais cela ne s'est pas produit. Nous nous sommes rencontrés à l'âge adulte, nous sommes tombés amoureux, nous nous sommes mariés, normalement comme tout le monde. Si nous divorçons maintenant, ce sera à cause des péchés des autres et de nos propres peurs. Gus resta silencieux pendant un long moment, puis il demanda doucement: Et Tessa? Marlène prit sa main dans la sienne. Tessa est notre fille, Gus. Tu l'as élevée depuis sa naissance. Tu es son père. Je t'ai trahi autrefois et tu m'as pardonné. Elle est née avant notre mariage. À l'époque, nous ne faisions que nous fréquenter. Il n'y avait rien de sérieux entre nous. Et je regrette encore qu'elle ne soit pas notre fille à tous les deux. Mais elle est à toi. Tu as choisi de rester. Je t'aime toujours, Gus, et je veux que nous soyons ensemble. Le silence envahit la pièce. Gus regarda sa femme, leurs mains jointes, puis il tendit lentement son autre main et la posa sur la sienne. Moi aussi, dit-il d'une voix rauque. Moi aussi, je veux qu'on reste ensemble. Marlène se remit à pleurer, mais cette fois, c'étaient d'autres larmes. Elle se blottit contre son épaule, il l'enlaça et la serra contre lui. Je restais assise à les regarder, ce couple qui avait décidé de rester ensemble malgré tout. Pas à cause du sang, ni par obligation ou par peur du divorce, par choix. Le choix conscient d'aimer et d'être ensemble. Et l'héritage demanda finalement Marlène en levant la tête de son épaule. Le deuxième testament n'est pas certifié, dis-je. Il n'a donc aucune valeur juridique. Mais nous pouvons le reconnaître volontairement, le partager comme notre père le souhaitait. La moitié pour moi, la moitié pour vous deux. Gus secoua brusquement la tête. Je ne veux rien de lui. Mais il voulait que tu reçoives quelque chose, dis-je calmement. Il a écrit que c'était sa dette envers toi, pour toute une vie sans père. Il aurait pu venir me voir à tout moment au cours de ces 2 années, dit Gus d'un ton dur, pour dire la vérité, se présenter, me faire savoir d'une manière ou d'une autre que je n'étais pas seule au monde. Mais il n'est pas venu. On ne peut pas rembourser une dette avec de l'argent après sa mort. Peut-être, acquiesçai-je, mais il a essayé, à sa manière. C'était un homme faible, Gus, il avait peur des conflits, peur de la douleur, mais il aimait, à sa manière. Marlène regarda son mari. Prends-le, Gus, prends cette partie, pas pour toi, pour Jeda, mets-la de côté pour ses études, pour son avenir, qu'il lui reste au moins quelque chose de son grand-père, qu'il n'a pas connu, que quelque chose de bon sorte de toute cette horreur. Gus resta longtemps silencieux, regardant par la fenêtre, puis il acquiesça brièvement. D'accord, pour Jeda. Rien que pour lui. Je me sentis soulagée. Nous étions d'accord. Nous allions partager comme papa l'avait voulu. Je me levai, pris mon sac et m'apprêtai à partir. Merci d'être venu, dit Marlène doucement. Je devais le faire, répondis-je. À la porte, je me retournai une dernière fois. Vous allez vraiment rester ensemble? Marlène et Gus se regardèrent, puis Marlène acquiesça et sourit à travers ses larmes. Nous allons essayer. Je partis. Je m'assis dans la voiture, démarrai le moteur, mais ne partis pas tout de suite. Je suis restée assise à réfléchir. Mon père voulait les protéger. Il s'était tu pour ne pas tout gâcher, et peut-être était-ce une erreur, ou peut-être était-ce la seule bonne décision qu'il pouvait prendre. Je ne le saurais jamais avec certitude, mais une chose était sûre. Les secrets ont un prix, et parfois ce prix, c'est toute une vie passée dans la peur et la solitude. Je suis rentrée chez moi. Le soir, Marlène m'a appelée. Yvonne, dit-elle d'une voix fatiguée mais calme et déterminée, nous avons décidé, nous allons dire la vérité à Tessie. À propos de son père biologique, elle doit savoir. Pas maintenant, mais bientôt, quand elle sera prête. Tu es sûre? Non, mais si nous continuons à garder le silence, cela nous détruira tout autant que cela a détruit papa. La vérité fait mal, mais le mensonge tue lentement, jour après jour. Elle a raccroché. Je suis restée debout, le téléphone à la main, et j'ai compris, nous faisons tous des choix, mon père a choisi de se taire. Marlène et Gus ont choisi de parler et de rester ensemble. Et moi, j'ai choisi de connaître la vérité, même si cela a détruit tout ce en quoi je croyais. Et maintenant, il ne restait plus qu'à vivre avec les conséquences de ces choix.
Pour nous tous, 4 mois ont passé. La maison s'est vendue rapidement. Un jeune couple avec un enfant. Ils ont aimé les hauts plafonds et le grand jardin. L'argent a été réparti comme le père l'avait souhaité dans son deuxième testament. La moitié pour moi, un quart pour Marlin et un quart pour Gus. Nous avons signé tous les papiers chez le notaire en silence, sans bavardages inutiles. Marlin semblait plus calme qu'il y a un mois. Gus lui tenait la main. Je me suis acheté un petit appartement au deuxième étage d'un vieil immeuble dans un quartier calme. Une chambre, une petite cuisine, un salon avec une grande fenêtre. Cela me suffisait. J'ai continué à travailler au bar, je m'étais habituée à cet endroit, aux clients réguliers, au bruit et à l'odeur de la bière. C'était mon univers, simple et compréhensible. Marlène et Gus sont restés ensemble. Je le savais, car Marlène m'envoyait parfois de courts messages, rien de spécial, juste nous allons voir un psychologue. Gus est retourné dans la chambre. Tessie a du mal, mais elle tient le coup. Je répondais brièvement, ne sachant pas quoi dire d'autre. Nous ne sommes pas devenus plus proches après tout ce qui s'était passé, mais nous ne sommes pas non plus devenus ennemis. Juste deux personnes qui avaient été sœurs et qui essayaient maintenant de comprendre qui elles étaient, vraiment l'une pour l'autre. Un matin, alors que je me réveillais avant ma prise de service, j'ai reçu un message de Marlène sur mon téléphone. Jade aura 8 ans samedi, nous allons fêter ça à la maison. Viens si tu veux, il a demandé des nouvelles de tante Yvonne. J'ai longuement regardé ce message. Jade se souvenait de moi, je ne l'avais vu que quelques fois, à l'enterrement, chez le notaire et une fois par hasard au supermarché. Un petit garçon aux cheveux ébouriffés et au nez couvert de taches de rousseur qui se cachait derrière les jambes de son père et me regardait avec curiosité. J'ai répondu: je viendrai, à quelle heure? La réponse est arrivée 1 minute plus tard. À 3 heures, merci. Le samedi, j'ai acheté un cadeau pour J. Un kit de construction, un vaisseau spatial. Je ne savais pas s'il aimait ce genre de choses, mais la vendeuse m'a dit que tous les garçons de cet âge étaient passionnés par l'espace. J'espérais qu'elle avait raison. Je suis arrivée à 3 heures, comme convenu. La maison de Gus et Marlin était petite, mais bien entretenue. Les murs étaient fraîchement repeints et des fleurs en pot ornèrent le porche. J'ai frappé à la porte. Gus m'a ouvert. Entrez, m'a-t-il dit simplement sans plus de mots. Je suis entrée, le salon était bruyant. Plusieurs enfants couraient partout, riaient et jouaient à un jeu. Marlène était debout près de la table en train de disposer les assiettes. Elle m'a vue et m'a souri discrètement. Bonjour, merci d'être venu. Bonjour, ai-je répondu en lui tendant le cadeau. C'est pour Jeda, pose-le sur la table, les autres cadeaux sont là. J'ai posé la boîte sur la table à côté des autres paquets emballés. J'ai regardé autour de moi, dans un coin était assise la grand-mère de Gus, une vieille femme aux cheveux gris que j'avais vue une fois aux funérailles de mon père. Elle m'a fait un signe de tête, je lui ai répondu par un signe de tête. Tessa se tenait près de la fenêtre et regardait les enfants qui couraient dans la cour. Elle avait grandi au cours des derniers mois, elle était plus mince, son visage plus sérieux. Elle m'aperçut et s'approcha timidement. Bonjour, tante Yvonne, dit-elle doucement. Bonjour Tessa, comment vas-tu? Elle haussa les épaules. Ça va, j'étudie, papa. Gus m'aide en maths. Je remarquai qu'elle buta sur le mot papa, mais elle le prononça ensuite avec plus d'assurance. Marlène s'approcha et posa la main sur l'épaule de sa fille. Elle s'habitue, dit-elle doucement, à la vérité. Nous lui avons dit il y a un mois. La première semaine a été horrible, mais ensuite elle est revenue vers Gus, s'est excusée. Elle a dit qu'il était son papa, peu importe le lien du sang. Tessa acquiesça. C'est le seul papa que je connaisse, je me fiche de savoir qui est mon père biologique, Gus est mon papa. Elle l'a dit avec détermination, comme si elle essayait de se convaincre elle-même. Marlène l'a prise dans ses bras et l'a serrée contre elle. Je me suis détournée, sentant que c'était leur moment, pas le mien. Et Jad ai-je demandé doucement à Marlène. Jad ne sait rien, nous avons décidé d'attendre, jusqu'à ce qu'il soit plus grand. Pour l'instant, il est plus important pour lui d'avoir une famille normale que de connaître la vérité sur son grand-père. Nous lui dirons quand il aura 15 ou 16 ans, quand il sera capable de comprendre. J'acquiesçai. Jad sortit en courant de la cuisine, un sabre en papier à la main. Il m'aperçut, s'arrêta et me fit un grand sourire. Tante Yvonne, bonjour Jad, joyeux anniversaire. Il a couru vers moi et m'a surprise en me serrant dans ses bras. J'ai sursauté car je ne suis pas habituée aux câlins des enfants, mais je l'ai serré dans mes bras en retour et lui ai caressé la tête hirsute. Tu m'as apporté un cadeau demanda-t-il en me regardant de ses grands yeux bruns, exactement comme ceux de Gus. Oui, tu l'ouvriras plus tard avec tous les autres. D'accord, il courut rejoindre ses amis, je me redressai, me sentant mal à l'aise. Marlène sourit. Il t'aime, je ne sais pas pourquoi, il t'a à peine vu, je ne savais pas quoi répondre. Nous sommes restées silencieuses, à regarder les enfants. L'atmosphère était tendue, mais pas hostile. Juste inhabituelle, nous devions nous réhabituer l'une à l'autre. Comment vas-tu demanda finalement Marlène. Ça va, je travaille, je vis, j'ai acheté un appartement, je m'installe. Et toi? Ça va aussi, Gus et moi, on essaie. On va voir un psychologue une fois par semaine. On parle de tout, du passé, de nos peurs, de la façon d'aller de l'avant. C'est difficile, mais ça devient plus facile. Il m'embrasse à nouveau le matin. C'est un détail, mais ça compte beaucoup pour moi. J'ai hoché la tête. Marlène m'a regardé longuement, puis a dit doucement: nous ne serons plus aussi proches qu'avant, n'est-ce pas? Il s'est passé trop de choses. Il y a trop de souffrance entre nous. Peut-être, ai-je admis. Mais tu es ma sœur, Marlène. Adoptive ou non, nous avons grandi ensemble. Cela signifie quelque chose, du moins pour moi. Elle sourit à travers ses larmes et me toucha brièvement la main.
Merci pour tout, pour ne pas t'être vengée, pour nous avoir donné une chance. Elle se dirigea vers la cuisine en s'essuyant les yeux. Je restais debout, regardant les enfants courir, rire, insouciants. Ils ne savaient rien des secrets des adultes, des tests ADN, des cœurs brisés et des vies reconstruites. Pour eux, le monde était simple. Il y avait un gâteau, des cadeaux, des amis. Cela suffisait pour être heureux. Gus s'est approché de moi et m'a tendu une assiette avec un morceau de gâteau et une fourchette. Goutte, Marilyn l'avait préparé elle-même pour la première fois depuis des années. J'ai pris l'assiette et j'ai mordu dans le gâteau. Chocolaté, sucré, un peu sec mais délicieux, il avait le goût du foyer, de l'attention. C'est bon, ai-je dit. Non, c'est moi qui te remercie, a-t-il répondu sérieusement, de ne pas être allé au tribunal. Merci de nous avoir donné une chance de régler les choses nous-mêmes. Beaucoup n'auraient non pas agi ainsi, ils auraient tout pris de droit et auraient eu raison sur le plan juridique. Ton père aurait voulu que vous restiez ensemble, dis-je doucement. C'est pour cela qu'il est resté silencieux, pour protéger votre mariage, vos enfants. Gus resta silencieux, regardant Marlène qui coupait le gâteau dans la cuisine. Puis il dit doucement: peut-être, mais il aurait aussi voulu que je connaisse la vérité. Et nous voilà vivant avec cette vérité et essayant de ne pas suffoquer sous son poids. Chaque jour est un choix. Rester ou partir, pardonner ou garder rancune, aimer ou repousser. Pour l'instant, je choisis de rester et il semble que Marlène aussi. Tu t'en sors bien, dis-je sincèrement. On essaie, c'est tout ce qu'on peut faire. Il alla rejoindre les enfants, les rassembla autour de la table et se prépara à couper le gâteau. Jade était assis à la place d'honneur, rayonnant de bonheur. Tessa était assise à côté de lui, souriant, cette fois sincèrement, sans effort. Marlin se tenait derrière, les mains sur les épaules des enfants, regardant Gus avec tendresse. Gus a allumé les bougies, tout le monde a chanté Joyeux anniversaire. Jade a soufflé les bougies d'un seul souffle en faisant un vœu et tout le monde a applaudi. Je me tenais à l'écart, regardant cette scène, cette famille qui avait failli se briser mais qui avait tenu bon. Ces personnes qui avaient décidé de rester ensemble malgré tout. Et je ressentais une étrange chaleur dans ma poitrine, pas du bonheur, pas de la joie. Juste une paix profonde, une paix tranquille. Tout était rentré dans l'ordre, ce n'était pas parfait, mais c'était comme ça devait être. Après le gâteau, les enfants sont repartis jouer, tandis que les adultes débarrassèrent la table. J'ai aidé Marlène à porter les assiettes dans la cuisine. Nous avons travaillé en silence, en synchronisation, comme si nous le faisions ensemble depuis des années. Et à un moment donné, j'ai compris que nous étions peut-être vraiment sœurs. Pas par le sang, ni par les papiers. Par une douleur commune, par le choix commun de ne pas nous détruire définitivement l'une l'autre. Yvonne, a dit Marlène quand nous sommes restés seuls dans la cuisine, je veux que tu saches que je regrette pour tout ce qui s'est passé chez le notaire, pour ce que je t'ai dit à ce moment-là, pour avoir essayé de te prendre ce que notre père voulait nous donner à toutes les deux. J'avais tort. J'ai agi par peur, pas par amour. Je lavais une assiette sans la regarder, réfléchissant à mes mots. Tu voulais être quelqu'un, ai-je fini par dire. Être une vraie fille, pas une fille adoptive. Toute ta vie, tu as pensé que tu étais spéciale, que tu étais ma fille biologique. Et il s'est avéré que tu es comme moi, et tu n'as pas supporté cette prise de conscience, que je comprends. À ta place, je n'aurais peut-être pas supporté non plus. Elle s'est approchée et m'a surprise en me serrant dans ses bras, longuement et fermement. Je suis restée figée au début, puis je l'ai serrée dans mes bras en retour. Nous sommes restés ainsi, deux filles adoptives qui avaient perdu leurs parents et s'étaient retrouvées. Merci, a murmuré Marlène. Merci de m'avoir pardonné. Merci de ne pas t'être vengée alors que tu aurais pu. La famille ne se venge pas, ai-je répondu doucement. La famille aime, tout simplement. Même quand c'est difficile, nous sommes retournés dans le salon. La grand-mère de Gus s'apprêtait à partir et disait au revoir aux enfants. J'ai aussi décidé qu'il était temps de partir. Je ne voulais pas rester trop longtemps et transformer la fête en quelque chose de pénible. J'ai dit au revoir à tout le monde. Jade m'a de nouveau serré dans ses bras pour me dire au revoir, m'a dit que le vaisseau spatial était le plus beau des cadeaux et qu'il le construirait avec son père le soir même. Je suis montée dans la voiture et je suis partie, mais à mi-chemin, je me suis arrêtée. Je n'avais pas pris la bonne direction, j'étais partie dans le vieux quartier. Je me suis arrêtée près de la maison de mes parents et j'ai coupé le moteur. Des inconnus vivaient déjà là, une lumière jaune et chaleureuse brillait aux fenêtres, un vélo rouge pour enfants était garé sous le porche et dans la cour, il y avait une balançoire avec des sièges bleus vifs. Je suis restée assise dans la voiture et j'ai regardé cette maison où j'avais grandi. Je me suis souvenue de mon père, de sa voix douce lorsqu'il me racontait des histoires avant de m'endormir, de ses mains qui me caressèrent la tête lorsque j'avais des problèmes à l'école ou lorsque ma mère me disait quelque chose de dur. Ses yeux, toujours un peu tristes, comme s'il portait en lui un lourd fardeau dont il ne parlait jamais à voix haute. Maintenant, je savais qu'il portait des secrets, la culpabilité d'avoir trahi sa femme, le regret de ne pas avoir reconnu son fils, la peur de détruire la vie de ceux qu'il aimait. Il n'était pas parfait, il avait trahi sa femme, n'avait pas reconnu son fils, avait menti à propos de Marlène, prétendant qu'elle était sa fille biologique, avait gardé le silence alors qu'il aurait dû parler, mais il avait essayé. Il avait essayé de protéger tout le monde comme il savait le faire. Peut-être que c'était une mauvaise tentative. Peut-être que son silence n'avait fait qu'empirer les choses, retardant l'inévitable. Mais c'était une tentative d'amour, pas d'indifférence. Je ne ressentais plus de colère à son égard, seulement une tendresse triste pour cet homme si calme qui aimait ses filles adoptives, même lorsque sa femme était froide avec l'une d'elles, qui observait son fils biologique de loin, n'osant pas s'approcher de peur de détruire son mariage, qui est mort sans avoir dit la vérité, espérant que ce serait mieux pour tout le monde. Il avait tort, mais il aimait. Et c'est la chose la plus importante qu'il ait laissée derrière lui. J'ai pris mon téléphone et j'ai écrit à Marlène:
Merci pour aujourd'hui, c'était bon de vous voir tous ensemble. Soyez heureux. La réponse est venue rapidement. Merci d'être venu, Jade est heureux, tu reviendras peut-être un jour, juste comme ça, pour prendre un café, sans raison particulière. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai écrit oui, je reviendrai, écris-moi quand tu veux. D'accord, bonne soirée, Yvonne. Je t'aime, ma petite sœur. Je suis restée figée, les yeux rivés sur ces mots. Marlène ne m'avait jamais parlé ainsi auparavant. Même quand nous étions enfants, même quand nous étions plus proches, j'ai tapé ma réponse. Moi aussi, Marlène. J'ai posé mon téléphone et je suis restée assise encore une minute, puis j'ai démarré ma voiture et je suis rentrée chez moi. À la maison, je me suis fait du thé et je me suis assise près de la fenêtre. J'ai regardé la ville le soir, les lumières dans les fenêtres des maisons étrangères, les gens qui vivaient leur vie avaient leurs secrets, leurs douleurs, leurs choix. Et j'ai pensé que la famille, ce n'est pas l'ADN, ce n'est pas le sang, ni les gènes, ni les papiers d'adoption ou de parenté biologique. La famille, c'est un choix. Le choix d'être là, même quand tout s'écroule. Le choix d'aimer, même quand la vérité est plus effrayante que le mensonge. Le choix de pardonner, même quand ça fait mal. Le choix de se taire quand on a envie de crier ou de parler quand on a envie de se cacher. Le choix de rester quand il serait plus facile de partir. Mon père a choisi de se taire pour nous protéger. Marilyn et Gus ont choisi de parler et de rester ensemble. J'ai choisi de connaître la vérité, même si cela a détruit tout ce en quoi je croyais. Tessa a choisi de pardonner et d'accepter Gus comme père. Jade vivait encore dans une heureuse ignorance, mais un jour il devra lui aussi faire un choix. Se mettre en colère ou comprendre, rejeter ou accepter. Et nous vivons tous avec les conséquences de ces choix, chaque jour, chaque minute. J'ai fini mon thé et je suis allée dans ma chambre. Demain, je commence tôt, je dois dormir. Mais avant de m'endormir, j'ai regardé une dernière fois la photo de mon père que j'avais posée sur ma table de chevet, la seule photo que j'avais emportée de la maison avant la vente. Il se tient dans la cour près du pommier, souriant un peu gêné, comme s'il n'était pas habitué à l'appareil photo. Plus jeune que dans mes souvenirs, plus heureux. Cette photo a été prise avant toutes les erreurs, avant tous les secrets, avant toute la douleur. Bonne nuit, papa, ai-je murmuré. Je t'ai pardonné, j'espère que tu t'es pardonné toi aussi, où que tu sois maintenant. J'ai remis la photo à sa place, éteint la lumière, je me suis couchée, j'ai fermé les yeux, et pour la première fois depuis des mois, je me suis endormie facilement, sans cauchemar, sans angoisse. Je me suis endormie le cœur apaisé. Car j'avais enfin compris, on ne peut pas changer le passé, on ne peut que l'accepter et continuer à vivre, continuer à aimer, continuer à choisir. Et j'ai choisi de vivre, d'aimer, de pardonner, d'être la sœur de Marlène, même si nous ne serons jamais aussi proches que nous aurions pu l'être. Être la tante de Jade et Tessa, être moi-même, Yvonne, 25 ans, barmaid, fille adoptive, une personne au passé difficile et à l'avenir incertain. C'est déjà quelque chose, c'est déjà beaucoup, c'est ma vie, ma famille, mon choix, et je l'accepte.